Chaque jour, des femmes et des hommes entreprennent et réalisent des choix structurants qui façonnent notre écosystème numérique. Partons ensemble à la rencontre de décideurs, au parcours passionnant, sans jargon, sans langue de bois. On va donc bien sûr parler de rapport au risque, on va parler de décision, on va parler aussi de lutte contre les idées reçues. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Heads in the Clouds. Bonjour à vous qui écoutez ce podcast. Je suis Sylvie Houlière-Maïka et pour inaugurer notre podcast Heads in the Clouds, j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'une des figures féminines marquantes du monde de la finance, Corentine Poilvé-Clélière. Et je te réponds clairement, l'IA ne prendra pas de décision en soi tant que je serai là. Je crois qu'entrer dans un monde où on pourrait avoir l'illusion de la décision neutre ou l'illusion qu'on peut se débarrasser de la responsabilité de la décision, ça c'est assez dangereux. De facto, l'IA n'est pas fait pour prendre une décision. Alors bonjour Corentine. Bonjour Sylvie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode du podcast Heads in the Cloud. Alors Corentine, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es la CEO de LCH SA, London Clearing House, qui est l'un des piliers, et tu le dis très souvent, invisible, mais essentiel de la stabilité financière mondiale. Alors concrètement, LCH, et tu rajouteras certainement des éléments, mais LCH gère les risques systémiques des marchés. Chaque jour, ton institution compense 85 à 90% des dettes souveraines européennes, donc sur plus de 14 pays, c'est bien ça, 14 pays, soit environ, alors là on rentre dans des chiffres, 1,3 trillion d'euros traités quotidiennement sur tes plateformes. Sur le marché du repo. Et sur le marché du repo, voilà, exactement. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Et LCH traite également plus de 13 millions de transactions par an sur cette classe d'actifs, mais comme tu me le disais fort justement, tu en as d'autres classes d'actifs. Ça, c'est le très grand service de repo compensé. Donc, LCH, c'est une chambre de compensation. Oui. Tu le dis très justement, c'est un pivot en fait, des marchés financiers, mais la nature même de ce pivot, c'est que lorsque le travail est fait correctement, il doit absolument être indolore, invisible. J'ai l'habitude de parler du clearing comme oxygène. Dans votre propre corps, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour respirer, mais à la seconde où il n'y a plus d'oxygène, vous allez vous en rendre compte assez vite. Le clearing, c'est pareil. Donc, on a cette franchise qui est absolument essentielle, puisque c'est la fluidité des dettes européennes qui se joue sur ces plateformes. Et il y a également des services plus commerciaux, plus purement financiers, des services de dérivés, puis des services d'actifs digitaux. Mais celle-ci, c'est la bête, en gros. C'est le cœur du dispositif. Mais au-delà de LCH, ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, parce que c'est la discussion qu'on va avoir ensemble, c'est toi. Corentine, donc qui tu es. Alors, moi j'aurais envie de dire que Corentine, c'est une dirigeante française de haut rang. Tu as été nommée Women of the Future en 2016. Tu interviens également dans des tables rondes qui marquent les rencontres d'Aix, mais aussi à l'Institut Montaigne, et pour partager les grands enjeux de la finance d'aujourd'hui. Tu es bretonne. Oui. Tu es mariée, tu as 3 enfants, et nous partageons l'amour de la Normandie. Moi, je suis normande, et toi, tu as une maison aussi en Normandie. On a eu l'occasion aussi d'échanger sur ce volet. Tu as démarré chez BNP Paribas à New York en pleine crise des subprimes. Oui, un timing un peu étonnant. Un timing tout à fait intéressant. Et tu as intégré cette belle maison de LCH en 2012. Oui, pour la création du business de dérivés CDS. Voilà. Est-ce que cela te résume bien, Corentine ? Est-ce que tu aurais envie de rajouter des choses ? Disons que tous ces éléments-là sont des portes. Après, derrière, il y a plein de choses. Qu'est-ce que j'aurais envie de rajouter ? C'est difficile de dire quelque chose de pertinent sur soi, mais je vais quand même dire une chose. Je vais rajouter la liberté. Oui, c'est très important pour moi. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait te faire dire là, ça peut vraiment dérailler ? Tout ? Non, j'aime bien, on démarre fort. Qu'est-ce qui pourrait me faire me dire ça ? Écoute, je crois que c'est quand même l'érosion de réflexes civilisationnels majeurs. Et j'en citerai quelques-uns. C'est la perte d'un rapport à la vérité, d'un rapport aux faits, mais c'est lié à la vérité.
Et puis quelques piliers fondamentaux autour de ça. Alors la perte du rapport à la vérité, on va le voir avec le relativisme total de toutes les sources d'information, par exemple. Le fait qu'on s'accommode effectivement d'informations par algorithme, qu'il y a beaucoup moins de hiérarchisation entre les sources. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, comme mère aussi. Hein. Je passe beaucoup de temps à expliquer à mon aîné qui a 11 ans ce que c'est qu'une source d'information vérifiée, une source d'information stable par rapport à un réseau social, etc. Ces questions requièrent une éducation très fine et assez particulière, ce qui va créer encore des différences entre les gens qui peuvent être inquiétantes. Donc je dirais le rapport à la vérité, ça c'est vraiment quelque chose qui me tracasse, parce que sans rapport à la vérité, il n'y a plus aucun rapport commun au monde. Donc ça c'est quand même au cœur de tout. C'est clair. L'autre aspect, je dirais, c'est qu'on perd un peu l'idée que la liberté est la condition sine qua non de l'accomplissement de la vie humaine. On rentre tout de suite dans des choses assez larges, mais on a l'impression que la liberté, c'est un peu un confort secondaire en ce moment. Finalement, si on doit choisir entre efficacité et liberté, est-ce que finalement la liberté... Ça m'inquiète énormément aussi, parce que la liberté, elle est toujours sous-estimée jusqu'à ce qu'on l'ait plus. Donc ça aussi, ça m'inquiète. Et puis la conséquence de tout ça, c'est le recul des démocraties libérales, hein, évidemment. Donc, on le voit statistiquement, que ce soit dans le monde ou dans l'Union européenne. Ça, c'est une source d'inquiétude. Donc ces visions du monde qui s'écartent complètement, qui ne peuvent plus vraiment dialoguer parce que le rapport à la réalité n'est plus là. Et puis pas beaucoup de réflexion autour de qu'est-ce que la vie désirable et qu'est-ce que la bonne société, alors qu'il n'y a pas grand-chose de plus important à mon sens. Et en même temps, on commence à se connaître. Sylvie, je suis plutôt une optimiste. Je crois que ça nous permet aussi de voir avec beaucoup de clarté ce qui est à défendre. Donc justement, la vérité, la liberté. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup échangé aussi sur l'engagement et la liberté, c'est aussi ça. Oui, et quand je t'entends dire ça, moi ça me ramène à mon quotidien aussi chez OVH Cloud, parce qu'aujourd'hui, moi si je me pose la même question sur ce qui peut vraiment dérailler, je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui alors maintenant on appelle ça le kill switch, on appelait ça le shutdown, mais en tout cas qu'il y a un moment où on peut couper des ressources et les ressources numériques. Moi j'ai pris conscience de ça en arrivant chez OVH et ça devient une vraie réalité. Et là je me dis que ça peut aussi bien dérailler. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait le rapport à l'information peut être une source de liberté, s'il est cadré d'une certaine manière. Et pour autant, l'information est un bien commercial. Tout à fait. Et ça a été peut-être un peu perdu de vue dans un moment de géopolitique un peu moins tendu. Maintenant qu'on est dans une récession géopolitique avérée, la monétisation du rapport à l'information et à la vérité est évidemment au cœur de la capacité à être un citoyen ou une citoyenne. Donc ça devient une vraie question. On a démarré sur une question très très large. C'est souvent comme ça avec nous deux. Hein, voilà, tout à fait, exactement. On démarre doucement, puis après ça part. Alors, on dirige toutes les deux des infrastructures dont l'économie dépend chaque jour, en fin de compte. Et tu l'as bien expliqué sur ton métier et les chambres de compensation. Alors, moi, tout à fait honnêtement, quelquefois, ça me donne un petit peu le vertige. Mais ce qui m'intéresse, c'est toi, finalement, ton rapport à ça. Comment tu gères cette notion de responsabilité, parce que tu portes une très grande responsabilité, et les enjeux sont immenses. Comment tu gères ça? Oui, ça, c'est une excellente question. Je crois que la façon dont je le gère, même si finalement, je n'ai pas tellement l'impression de le gérer, dans le sens où je crois que ce qui est au cœur de ce rapport à la responsabilité, pour moi, et on en avait parlé toutes les deux, pour moi, c'est un honneur. En fait, c'est un privilège. C'est-à-dire qu'on me confie quelque chose. D'abord, on me confie quelque chose pour un temps donné. Il y a eu des choses avant moi, il y aura des choses après moi. Le but, d'ailleurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de choses après soi. Je ne crois pas trop aux dirigeants après moi le déluge. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Donc, je considère qu'on me confie une mission, un rapport à la mission qui est assez fort, dont on avait parlé aussi. Et donc, à l'aune de ça, ça dépersonnalise quand même pas mal la chose. Je crois qu'on est quand même dans une période où il y a un peu une passion de l'ego et une passion de soi, hein, que moi, j'aime pas beaucoup. Et je crois qu'à l'inverse, la responsabilité, ça peut être aussi le rappel au fait de prendre quelque chose qui vous dépasse, en fait. Hein, quelque chose qui vous oblige à sortir de vous-même, parce que vous devez porter
pour un collectif, pour une durée, pour un accomplissement, pour une mission. Et alors moi, je trouve ça extrêmement sain, en fait. C'est merveilleux. Il faut sortir de soi, sortez de vous-même. Donc le fait de le vivre comme quelque chose qui vous est confié, qu'il faut protéger, qu'il faut faire grandir, dont il faut tirer tout le potentiel pour un bénéfice collectif, je trouve que ça retire pas mal de pression personnelle. Et pour autant, on reste un peu capitaine du navire, mais c'est pas pour soi, en fait, qu'on le fait. On est un élément de cette machine-là. Donc ce rapport-là, moi, il m'aide beaucoup à cadrer où est-ce que je suis moi en tant que personne et où est-ce que je suis moi en tant que fonction. Ce sont des choses assez différentes quand même. Oui. Et pour autant, je trouve que la fonction peut avoir un rapport très enrichissant sur la personne. On en avait parlé ensemble aussi, cette question, l'obligation de l'honnêteté intellectuelle, par exemple. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut travailler sur soi énormément sur cette question. Pourquoi ? Parce que quand on dirige une institution, quelle qu'elle soit, par définition, tout ce qu'on va vous apporter, c'est tout ce qui n'a pas été résolu avant. C'est toute l'incertitude, en permanence, va vous remonter. Et là, on a des réflexes du cerveau qui sont tout à fait classiques et humains. C'est-à-dire que le cerveau n'aime pas la crise, n'aime pas cette tension, donc il va vouloir en sortir tout de suite. Et donc, il peut y avoir une forme de malhonnêteté intellectuelle non intentionnelle. C'est de prendre la première information qui vous vient pour agir très vite, pour avoir l'illusion de sortir d'un sujet. Or, diriger, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Il faut rester dans une neutralité, il faut rester dans un espace, etc. Donc ça oblige à travailler sur soi énormément. Pour garder cette honnêteté intellectuelle, il faut apprendre en permanence. Oui. On en parlait aussi avec tes collègues il y a une demi-heure. Il faut se remettre en cause tout le temps. Donc ce que je trouve fascinant, c'est que finalement la responsabilité réelle, je trouve, produit beaucoup moins d'ego que ce que l'on croit. Parce qu'à un moment donné, l'épreuve des faits, c'est quand même l'épreuve des faits. Et je trouve que la responsabilité réelle peut plutôt créer ce que j'appellerais une vigilance, une vigilance morale quasiment, plus qu'une passion de soi. Donc je trouve que c'est stimulant, en fait. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est cette notion de mission, parce que ce que ça m'évoque, c'est cadré dans le temps. Oui. C'est peut-être ça, en fin de compte, qui allège cette notion de responsabilité, parce que tu sais que tu es là pour cette mission. Et, et puis il faut pas confondre son identité personnelle et son identité dans le cadre de la société ou dans le cadre de sa mission. C'est des choses assez différentes. C'est très intéressant. Je reviens à la notion de responsabilité et de risque, et aussi par rapport à ton métier et ce que tu portes. Moi, de mon côté, je sais, en étant chez OVH Cloud, je sais exactement où une infrastructure cloud pourrait, je mets quelques guillemets, craquer. Ne le dis pas, ça va effrayer tout le monde. En fin de compte, aujourd'hui, on vit tous la crise des composants. Et même si nous possédons une forte intégration verticale et on assemble. Mais après, tu as des dépendances, et tu le disais très bien lors de la keynote du Summit OVH à Cloud, que des dépendances qu'on ne maîtrise pas. Et l'objectif, c'est de pouvoir les maîtriser. Mais toi, du coup, la question est de fait sur LCH. À ton niveau, quelle est la vraie ligne de fracture que tu observes dans le système financier ? Et peut-être celle dont on ne parle pas assez. Qu'est-ce qui est beaucoup plus fragile que ce qu'on pourrait imaginer, finalement, dans ce système financier ? Alors ça, c'est vraiment une excellente question parce que c'est un système, comme tu le dis. Donc c'est vrai le système lui-même est aussi fragile que son maillon le plus faible. Donc pour moi, ce dont on ne parle pas assez, par construction, parce que la supervision va être verticale ou sur un sous-secteur, en fait, c'est en soi l'interdépendance du réseau. Ça, on n'en parle pas assez. On en parle un peu, c'est-à-dire quand tu vois des réglementations comme DORA, qui se soucient, tu sais, de savoir comment les opérateurs systémiques, ou non systémiques d'ailleurs, mais utilisent leurs fournisseurs technologiques, leurs third party, il y a un début de compréhension que tout ça est un réseau, mais c'est un peu balbutiant encore. Et où c'est irréaliste, c'est-à-dire qu'on va comprendre qu'il y a un réseau, mais on va demander, la CCP, typiquement la Chambre de compensation, d'aller presque garantir l'intégralité de la résilience d'une force ou d'une fifth party. Donc là, on est dans quelque chose qui n'est pas réaliste. Donc la question des exit plans, du plan B, de comment on gère ces dépendances, justement, j'en parlais effectivement au Summit, elle est au cœur de ce qui se passe dans le système financier aujourd'hui. J'ajouterais un élément là-dessus, c'est que typiquement sur les questions de résilience opérationnelle ou de sécurité cyber, et on en parlait plus tôt, il n'est plus réaliste aujourd'hui de considérer typiquement qu'un acteur de marché financier va se doter lui-même et pour lui-même de l'ensemble de ses protections.
C'est pas réaliste, c'est pas possible. Donc, on va arriver vraiment à quelque chose où nous sommes chacun des centres d'excellence. LCH est un centre d'excellence, OVH est un centre d'excellence. Et nous allons nous connecter les uns aux autres dans une chaîne de responsabilité acceptable pour le donneur d'ordre et le fournisseur de services en fonction de la relation à ce moment-là, selon des critères qui seront acceptés par ces deux entités. Et nous allons fonctionner en partenariat, en fait. Parce que l'environnement est tellement complexe que c'est quand même ça qui va se passer. Donc l'idée de l'outsourcing, l'idée du partenariat, l'idée du service level agreement, toutes ces choses qui semblent très techniques, en fait, elles sont en train de dire qu'on va redéfinir un échiquier des systèmes financiers par centre d'excellence. Et ça, je pense que ce n'est pas encore très, très bien compris, en fait. Et partagé. Et partagé. Oui, tout à fait. Pourtant, c'est essentiel. Oui. Et alors, ça m'amène aussi à cette réflexion sur les idées reçues. Parce que là, on parle de ce qui n'est pas divulgué ou ce qui n'est pas partagé, mais il y a aussi, on évolue toutes les deux dans des secteurs, dans des industries où il y a beaucoup d'idées reçues. Et selon toi, quel est le principal cliché auquel tu dois faire face aujourd'hui, dans ton métier ou dans ton secteur? Donc dans mon métier ou en tant que moi-même? Parce qu'il y a du choix. Hein. Voilà, les deux. Tiens, dans ton métier et en tant que toi-même. C'est intéressant. Écoute, il y en a beaucoup. Parce que c'est un secteur, le secteur financier peut être assez caricatural, et donc il est très caricaturé. La technologie aussi, hein, d'ailleurs. Exactement. Et il y a des choses qui sont vraies. Hein. Il y a des choses qui sont, que l'on reconnaît. Mais au quotidien, aujourd'hui, je dirais que un cliché qui revient beaucoup, c'est l'idée que l'on ne peut pas diriger des grands services internationaux, notamment de produits complexes comme des dérivés financiers, depuis l'Union européenne. Et encore moins depuis la France, mon Dieu. Alors c'est vrai que historiquement, si vous remontez à 200-300 ans, ce n'était pas la spécialité économique de la région. Mais enfin, ça fait quand même un petit moment que les choses ont évolué et qu'il y a des très belles réussites dans cette région qui est quand même une des plus puissantes du monde et qui a une vraie profondeur par ailleurs et qui pourrait en avoir encore davantage. Donc ça, je l'ai beaucoup. En disant, mais vous êtes incorporé à Paris, mais donc c'est un service français. Je dis même pas du tout. C'est un service pan-européen, c'est un service global. Voilà. Donc ça, c'est un cliché qui revient beaucoup et qu'il faut, qu'il faut comprendre en fait, parce qu'il vient de l'histoire. Et il vient aussi du rapport à la décision, de la common law britannique, qui était beaucoup plus propice en fait au développement des marchés financiers par rapport à la loi prescriptive de l'Union européenne. Enfin, il y a des choses qui se comprennent. Mais on peut démontrer quand même que les choses sont différentes, comme c'est le cas chez LCH. Et en tant que personne, j'en ai beaucoup. Hein. Je pense qu'on peut l'imaginer. On peut le partager. On peut les imaginer assez rapidement. Oui, c'est clair. Voilà. Et puis dans ces cas-là, moi, je pense que les clichés sont souvent un mélange d'histoire et de peur. D'histoire, de peur et de simplification. Donc la seule façon de se soucier de ça, c'est pas tellement... Un cliché, c'est un commentaire. Donc c'est pas tellement de commenter. En revanche, d'exécuter en opposition à ce cliché et de le faire dans le temps et de manière durable, et donc de proposer une autre image, c'est le meilleur moyen d'élargir la vision. Oui, je partage. Alors, nous aussi, on a beaucoup de clichés aussi dans la tech, comme tu peux l'imaginer. Évidemment. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Et je pense que cette question de la France et de l'UE, vous devez l'avoir. On l'a quotidiennement également, tout à fait. Donc je comprends. Alors, là, on était sur un volet un petit peu négatif quand on parle de clichés, mais les opportunités, ça c'est beaucoup plus positif. Quelle opportunité, toi, tu vois aujourd'hui dans ton secteur, dans cette industrie des systèmes financiers, et cette opportunité qu'on n'a pas encore saisie ou que ce secteur n'a pas encore saisie? Oui, alors il y en a une. Alors elle est assez macro, hein, mais à l'intérieur de ça, il y a plein de tiroirs. Mais bon, voilà, on va rester sur le macro là-dessus. Je crois que aujourd'hui, si tu regardes le paysage de ce qu'on appelle effectivement, c'est pas un très joli mot, mais les infrastructures de marché, donc les gens comme nous, tout ce qui est non bancaire, en fait, de par leur histoire, la grande majorité de ces infrastructures de marché est alignée à une géographie, à un pays. Parce qu'en général, elles étaient collées à une bourse, qui elle-même était nationale. Donc la grande majorité des grandes chambres de compensation, des grands dépositaires centraux, des grands services de reporting, etc., vont être extrêmement américains, ou extrêmement singapouriens, ou extrêmement hongkongais, ou extrêmement allemands, ou extrêmement... Voilà. Parce qu'ils viennent de ce monde des exchanges. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème. C'est-à-dire que, comme on l'évoquait plus tôt, on est dans une fragmentation géopolitique durable, absolument durable à mon sens. Il ne faut vraiment pas croire que c'est un moment. Je ne pense pas du tout.
En tout cas, c'est un moment qui va durer. Qui va durer, oui, tout à fait. Je suis complètement... À mon sens. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un écartement significatif des visions du monde. Et il y a quand même une perte assez généralisée de ce que peut être la valeur de l'intérêt commun. Est-ce que même un intérêt commun existe? Et puis, quelle est sa géographie? On peut poser un peu ce diagnostic-là. Et je pense que dans un cadre comme celui-ci, la vraie opportunité, c'est que des acteurs de marché s'engagent un peu plus fermement dans le fait de créer des ponts entre les zones économiques et entre les géographies. C'est-à-dire un peu abandonner cette idée de forteresse, cette idée d'hyperverticalité, cette idée peut-être de protection historique dans une juridiction et aller s'étendre vers une logique de multiconnectivité. Donc ça peut être une logique pan-européenne, mais c'est encore mieux si cette logique pan-européenne peut ensuite aller toucher évidemment le UK qui est quand même dans l'Europe en termes de région, mais également les États-Unis, également Singapour, également Tokyo. Pourquoi c'est une opportunité? C'est plus qu'une opportunité, c'est un peu un devoir à mon sens. C'est-à-dire que je trouve que les marchés, historiquement, peuvent se constituer aussi comme facteur stabilisateur lorsque la géopolitique est un peu plus mouvante, on va dire. Parce que les grands enjeux ne changent pas parce qu'ils sont moins à la mode. Il y a toujours un problème de climat, il y a toujours un problème de chaîne de valeur, il y a toujours un problème de ravitaillement de l'énergie, il y a toujours un problème de sources pour effectivement alimenter l'intelligence artificielle. Enfin, ces problèmes-là n'ont pas disparu parce qu'ils sont plus ou moins en vogue. Donc les investisseurs, les vrais opérateurs de marché sont toujours sur le temps long, sont toujours sur une approche relativement multigéographie et ont besoin en fait de trouver des partenaires qui vont travailler avec eux sur ce temps et cet espace, quel que soit le moment politique. Donc pour moi, l'opportunité, elle est là. Nous, on est très engagés là-dedans. LCH est un animal horizontal qui est multiconnectivité, qui représente plusieurs monnaies en même temps, qui va être incorporé à Paris et qui va regarder le monde, qui va être un canal d'attraction des investissements internationaux en UE et inversement. Et parce que j'ai aussi la ferme conviction très classique d'un enfant européen des années 80, mais que l'interconnectivité économique est bonne pour la paix, tout simplement. Donc je crois qu'il y a quelque chose vraiment à faire. Il ne faut pas juste simplement rouler sur le côté et se dire qu'on est dans un moment politique. On a quand même un rôle à jouer dans cette affaire. C'est intéressant parce qu'en t'écoutant, je repensais à la discussion qu'on a eue avec Octave juste avant autour d'un café, où on parlait de cette globalisation, parce que finalement faire ces ponts, c'est aussi avoir cette globalisation. Mais ce que disait Octave, voilà, nous on est multilocal. Et c'était intéressant parce que ça me fait vraiment penser à cette discussion en t'entendant. Et je pense que c'est une énorme opportunité, en fin de compte. C'est essentiel. Et c'est très intéressant qu'Octave utilise le terme multilocal. Et il a raison d'utiliser ce terme multilocal parce que on ne peut pas proposer une identité globale qui, en fait, serait une non-identité. Une identité globale en 2026, ça peut être quelque chose d'assez creux, d'assez mal perçu, d'assez mal compris aussi, tout simplement. Et donc, personne ne s'y reconnaît. Là, on va servir personne. Un pont part d'un endroit pour aller dans un autre. Donc je crois que son terme de multilocal est très intéressant parce qu'il faut pour autant avoir la capacité à être reconnu comme faisant partie d'eux, mais on peut être reconnu comme faisant partie d'eux à plusieurs endroits. Oui, tout à fait. Non, ça me parle beaucoup. Alors on ne peut pas avoir une conversation entre dirigeants sans parler de l'intelligence artificielle et de l'AI, on est bien d'accord. Donc, cette intelligence artificielle est en train de transformer le monde et de transformer les organisations, on est bien d'accord. Quel est ton rapport à l'IA, toi, Corentine? Et puis aussi l'impact sur ton métier, et puis, moi, la question que je me pose tout le temps, c'est ce bon équilibre. Comment on trouve ce bon équilibre entre cette automatisation des tâches permises par l'IA, mais aussi les actions, les décisions humaines, en fin de compte, Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est finalement, toi, Corentine, quelle décision ne sera jamais prise par une machine tant que tu seras là, à ce poste-là? Je te réponds clairement, l'IA ne prendra pas de décision en soi tant que je serai là. Mais ta question est extrêmement juste. Donc, alors, j'ai plusieurs rapports à l'IA, parce qu'on est tous multiples un peu. Donc, il y a mon rapport dans ma fonction, et qui lui-même a des dimensions, et puis il y a mon rapport comme citoyenne, qui est peut-être un peu différent. Pas trop différent, mais un peu différent. Donc comme CEO, alors évidemment, l'intelligence artificielle m'intéresse beaucoup.
au sens où le potentiel est absolument énorme. Ça, je pense que là-dessus, il faut avoir un engagement envers l'intelligence artificielle. En revanche, c'est absolument comme toutes les révolutions technologiques. C'est-à-dire ça se dompte, ça s'apprend. Il faut se positionner en surplomb de l'IA. Il faut comprendre comment est-ce qu'on utilise un outil comme celui-ci. Et donc, je l'utilise comment? En fait, chez LCH, tous les salariés ont accès à différents modèles d'intelligence artificielle. On s'est posé la question de savoir si on le mettait en place dans certaines équipes plutôt que d'autres, etc. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que ce soit absolument tout le monde et d'un coup. Alors d'abord, on a la taille qui permet de le faire. Toutes les organisations ne peuvent pas nécessairement le faire. Au LSEG, typiquement, ça va être plus par vague, par type de métier, parce que c'est plus large. Nous, on pouvait le faire d'un coup, et ça m'a paru important de faire ce saut général ensemble. Ensuite, l'intensité d'utilisation et le type d'utilisation va vraiment différer pour le coup d'un métier et d'un individu à l'autre. Mais plus concrètement, c'est déjà assez utilisé dans tout ce qui est service client, pour tout ce qui est la base qui est connue pour les AI. Donc le tri des données, les résumés, les recherches de base, aller chercher les choses, les gains de productivité quotidienne. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui relève de la suppression du bruit, pour passer plus de temps sur la créativité stratégique, la décision, la relation clientèle. Toutes ces choses-là qui sont beaucoup moins transposables, où il va vraiment falloir qu'il y ait de la qualité humaine à l'intérieur de ça. Donc on l'utilise avec beaucoup de garde-fous, ça reste une chambre de compensation, donc on est quand même des animaux de gestion des risques. Le point de vigilance à avoir là-dedans, à mon sens, je vais le dire un peu sans embâche, c'est que l'IA est un amplificateur, donc si vous mettez de la médiocrité au départ, vous allez avoir de la médiocrité à l'arrivée, sauf que la médiocrité, elle a l'air jolie, elle est bien présentée. donc on voit moins vite que vraiment ça n'a pas d'intérêt et que le travail implicite est pas là. Donc ça demande, encore une fois, beaucoup plus de discernement. Je trouve que le mauvais travail sans AI, ça va vous sauter aux yeux un peu plus vite. Le mauvais travail avec AI, vous allez mettre un petit peu plus de temps à comprendre qu'il n'y a rien, en fait, à l'intérieur de ça. Mais il n'y a quand même rien. L'IA ne va pas créer un contenu très fort si à l'origine. Oui, tout à fait. Oui. Elle peut amplifier, mais il faut y mettre quand même quelque chose à l'origine. Donc, je crois qu'il faut garder beaucoup de vigilance dans les organisations pour s'assurer qu'il y a de la valeur qui sort. L'IA, c'est un canal, c'est un outil, c'est un accélérateur, mais enfin, on n'est pas au cœur de la valeur créée. Si on l'utilise pour dégager du temps, pour créer de la valeur, alors là, c'est très intéressant. C'est aussi très intéressant en cybersécurité. On en parlait aussi précédemment, puisqu'évidemment, il y a des frontières AI qui existent déjà sur la partie offensive de la cybersécurité. Il est donc absolument essentiel de se doter d'outils qui sont similaires pour la partie défensive. Donc ça va être très, très intéressant comme protection. Donc il y a vraiment des opportunités qui sont essentielles. Après, ça pose une vraie question sur la décision, et tu l'évoquais. Et pourquoi ça pose une question sur la décision, à mon sens? C'est pas parce que l'AI n'est pas prête. On entend ça souvent. C'est parce que l'AI... Je ne suis pas d'accord avec ça du tout, moi. C'est parce que la décision, on décide. Quand on prend une décision, c'est pas uniquement sur de la donnée. On prend une décision parce qu'on va avoir de la donnée, bien sûr, mais on va avoir une compréhension du contexte, on va avoir une compréhension de l'histoire, on va avoir une compréhension de la dynamique institutionnelle, on va avoir une compréhension de ce qui pourrait advenir, politiquement, géopolitiquement, économiquement, et ce n'est pas forcément la répétition de ce qui s'est produit. Donc une décision, c'est toujours l'harmonisation des équilibres, il y a toujours une part de vide, et puis c'est là que l'intuition et l'expérience va jouer pour faire le saut de la décision. Donc, de facto, l'AI n'est pas fait pour prendre une décision. Elle peut suggérer des options, on peut aller l'amener assez proche de la décision, mais je crois que la décision, au final, elle doit être humaine. Parce qu'elle doit prendre en compte ces aspects-là. Et il y a un autre sujet sur la décision, c'est que tout notre cadre organisationnel, que ce soit dans les entreprises, dans les gouvernements ou juridiquement parlant, tout est fondé sur qui est responsable de cette décision in fine. Tout est là-dessus. Si on regarde, tout revient toujours à qui est responsable de cette décision. C'est pour ça que toute décision n'est pas donnée à tout le monde dans une organisation humaine, etc. Donc l'idée de croire, et ça c'est ça qui m'inquiète un peu, je vais finir là-dessus, mais on a un peu cette tendance à penser que l'IA est neutre. C'est-à-dire que l'IA n'a pas de perception, elle n'a pas de biais, elle a juste une qualité de données au départ. C'est totalement faux, une IA a un algorithme à l'origine. Toute intelligence est située. Donc votre IA, elle est située. Donc quand vous allez prendre un input de l'IA pour prendre une décision, il va falloir la compenser par un input qui va élargir la vision globale.
Donc, pas de décision par l'IA chez moi, pour le moment, pour répondre clairement. C'est clair. Voilà, et comme citoyenne, ça me pose la question de la décision. Je crois qu'entrer dans un monde où on pourrait avoir l'illusion de la décision neutre, ou l'illusion qu'on peut se débarrasser de la responsabilité de la décision, ça c'est assez dangereux. Ça, j'aurais tendance à pas pousser dans cette Et le direction. raccourci peut être assez rapide, en fin de compte. Ouais. En t'entendant, je pense que le raccourci peut être assez facile, peut-être. Oui, oui. Assez facile. Et oui, parce que ça donne une illusion de neutralité, C'est ça. ce qui n'est pas réel. Ouais, tout à fait. Intéressant. Moi, je voudrais revenir à ta fonction, à nos quotidiens. On est toutes les deux à des postes où malheureusement on est encore des exceptions, même en 2026, et notamment dans la tech. Mais donc pour moi, c'est encore pire que moi. Toi. Certainement, les chiffres ne vont pas en s'améliorant. Donc pour moi, c'est un sujet important. Je sais que c'est aussi un sujet important pour toi parce qu'on a eu l'occasion de partager ce point. Moi, j'essaye de donner des responsabilités à des femmes, de les apprendre à oser. Parce que je trouve que l'audace, c'est vraiment un fil rouge très important. Ouais. Donc moi, j'aimerais comprendre, toi, dans ton quotidien, comment tu essayes de porter ce sujet. Tu m'as parlé, j'ai beaucoup aimé... j'ai retenu deux phrases que je trouvais super intéressantes. Tu parlais de projection acceptable. Moi, j'aimerais que tu parles de ça. C'est vrai. Et de la place de la joie dans tout ça. Parce que finalement, prendre des responsabilités, il y a aussi de la joie. Ouais. Et quand tu m'as expliqué ça, je me suis dit, mais oui, finalement, c'est un volet... qu'on ne met pas en avant. Donc moi, j'aimerais t'entendre sur ça. Oui, on avait eu une super discussion sur cette question. Oui, absolument, parce que... Donc effectivement, la présence des femmes dans nos secteurs est encore assez faible, assez limitée, et surtout, en tout cas chez nous, pas tellement en point d'entrée, où elle est assez bonne, même si, alors, dès qu'il y a un recul de la présence des filles dans certaines formations universitaires ou dans certaines écoles, par effet de contagion, on le voit, mais dans la population jeune, c'est assez correct, c'est après. Hein. La difficulté, c'est de les garder dans notre secteur. Et de les promouvoir aussi. C'est seulement de la rétention. Il faut qu'elles aient une trajectoire. Il faut qu'elles aient une trajectoire. Bien sûr. Mais c'est vrai de dire que dans le secteur, il y a aussi la question de la projection. Alors, effectivement, projection acceptable. Pourquoi ? Parce que je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais en fait, la manière dont on parle de nos secteurs aux jeunes femmes, on ne leur vend pas du rêve quand même. On est en train de leur dire, tu vas voir, ça va être horrible, ça va être très très dur, tu vas être toute seule, mais quel exploit quand même. Vas-y. Bon, à un moment donné, les injonctions, ça ne crée pas beaucoup de vocation quand même. Hein. Il faut, et d'envie aussi, peut-être. Si on tenait exactement le même discours auprès de jeunes hommes, je pense que la statistique serait la même. Ça ne donne pas une envie quand même dingue. Et ce dont on ne parle pas, jamais en fait, et presque jamais, je trouve ça dommage, c'est quoi une carrière intéressante, quel que soit le secteur ? C'est quand même un immense épanouissement intellectuel. C'est quand même la conquête d'une liberté très forte, qu'elle soit une liberté de déplacement, une liberté de pensée, une liberté économique, une liberté de décision. C'est le fait de pouvoir avoir un impact, c'est le fait de prendre des décisions structurelles, c'est d'avoir un effet sur le monde, c'est d'apprendre en permanence, c'est de se voir confier des missions qui vous font grandir. Enfin, c'est quand même assez passionnant, en vrai. C'est assez excitant. C'est excitant, c'est passionnant. Et oui, c'est parfaitement possible de vivre la multiplicité de toute personnalité, en vrai, à l'intérieur de ces secteurs-là aussi. Et je trouve que la manière dont on a tendance à présenter les choses pour les femmes leur donne le sentiment qu'il faut renoncer à la multiplicité de leur personnalité. Et ça, il n'y a pas un être humain rationnel qui va saucer de joie à cette idée. Enfin, donc on leur dit pas les choses telles qu'elles sont. Enfin, moi, t'as pas l'air complètement dépressive, moi non plus. Non. Voilà, tout va très bien. Et je crois que c'est très important de leur parler de ça, effectivement, de leur parler de la joie, de leur parler de la passion qu'on peut mettre aussi dans ces carrières-là, dans ces métiers. Parce que ce sont des métiers qui ont un impact énorme sur le monde. Et ça, c'est merveilleux. Oui, ça vient vraiment, on avait partagé cette notion un peu galvaudée de rôle modèle. C'est très important. Mais c'est très important, parce qu'en effet, t'entendre parler de la joie, de cette projection acceptable,
c'est pas la même chose en tant que rôle modèle, plutôt que d'expliquer tout le volet compliqué. En fin de compte, voilà, on va dire ça va être dur, ça va être... Et voilà, on ne reçoit pas le même message. Oui, il faut donner envie, mais parce que ça vaut la peine, en fait, en vrai. Mais je crois que la projection, c'est essentiel. Et surtout, il faut s'engager là-dedans. Toi, tu le fais, moi, je le fais. Je crois que quand on se retrouve en position de pouvoir parler de ces sujets d'une manière qui est une audience, il faut le faire. Il faut proposer des projections, il faut se mettre à la disposition aussi des femmes pour répondre à leurs questions, pour les aider, enfin, dans la mesure de ce qu'elles ont envie de faire. Il y a beaucoup de réseaux très utiles aujourd'hui. Moi, je fais partie d'un certain nombre de choses, notamment le Women in Leadership, qui est un réseau pan-européen qui inclut aussi le UK, qui est cross-sectoriel de femmes, où il y a des niveaux de seniorité qui sont assez différents. Il y a beaucoup de mentorat, il y a beaucoup de sponsoring, il y a beaucoup d'initiatives à l'intérieur de ça, qui est dirigée par Tema Saman, la présidente, qui est vraiment, vraiment très intéressante. Et donc, il y a des possibilités, et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir la porte pour les autres. Il y a vraiment une responsabilité collective là-dedans. Tu as beaucoup parlé de décision. Finalement, quelle est la décision que tu as prise récemment et dont tu sais qu'elle porte ta propre signature? C'est la décision avec la signature de Corentine, mais pas celle de n'importe quel autre dirigeant. Tu parlais de l'intuition. Et peut-être que ça a certainement un lien d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a une décision où tu dis ça porte ma signature? Oui. Que tu peux partager parce que voilà, c'est aussi. Il y en a pas mal. Non, il y en a pas mal. Récemment, récemment. Là, je reviens de Washington et nous avons trouvé, sans rentrer dans des détails qu'on ne peut pas partager, mais trouver le bon canal avec le marché et les autorités américaines pour permettre à certains fonds américains, donc qui collectent de l'épargne américaine, de participer au marché du repo dont tu parlais au départ, donc en fait de participer au financement de la dette des États européens. Et ça, c'est 4 ans et demi de travail parce que la manière dont ce pont était considéré à la fois par les Américains et par les Européens les 4 dernières années, moi, me convenait pas. C'est-à-dire, je considérais que c'était pas le bon équilibre, ni pour nous, ni pour le marché européen, ni finalement pour les fonds américains. Il y avait quelque chose qui n'était pas juste, en fait. Pas au sens de la justice, mais au sens de la justesse. Et donc, c'est aussi ça, décider. Parfois, c'est ne pas décider. C'est s'asseoir sur une situation en disant, non, on va pas y aller parce que je sens pas. Si on fait ça aujourd'hui, ça n'existera plus dans 10 ans. Et moi, j'aime faire pour la durée quand même. On fait des choses qui doivent quand même durer. Et puis pour différentes raisons, on a réussi à... Et l'environnement lui-même, c'est toujours un alignement de planètes dont on n'est que partiellement responsable, à faire modifier un petit peu le dialogue, le discours, et à trouver quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et là, c'était bon. Pour moi, c'était bon. Et après, quand c'est bon, on y va. Mais voilà. Tu parlais de ressenti, c'est-à-dire que là, la place de l'intuition dans une décision comme celle-ci, parce que tu parlais de bon timing, en fin de compte d'alignement des planètes, mais la place de l'intuition, c'est une place importante dans une décision comme celle-ci? Oui. Moi, je crois beaucoup à l'intuition. Alors attention, c'est une intuition qui s'informe, une intuition qui apprend, une intuition qui n'est pas folle d'elle-même, qui est capable de changer d'avis, qui doit sans cesse se remettre en cause, mais protéger sa capacité d'intuition personnelle, c'est absolument essentiel à mon sens. Tout décideur, toute décideuse doit avoir une part d'intuition, cette petite voix, cette petite voix intérieure, qu'il faut protéger. Et au final, une fois que vous avez collecté toute l'information possible, il faut s'enfermer avec sa petite voix. Voilà. Alors moi, je partage complètement ce point. C'est pour ça que quand on parle d'intelligence situationnelle, d'intelligence émotionnelle, derrière tout ça, c'est ce mot, c'est ce gut feeling, cette petite voix. Petite voix qui fait que tu peux avoir toutes les datas possibles
Alors, bien sûr, c'est la porte d'entrée. Il faut, mais après, au bout du compte, il y a un saut. Il y a quelques saut à faire. Voilà. Et ce saut-là, c'est cette petite voix. Donc, je suis très, très en phase avec ce que tu viens de dire. Alors, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Alors, moi, j'ai une question de fin, évidemment, pour toi, Corentine. Quelle est la conversation que tu n'as pas encore osé avoir ? On parlait d'audace. Quelle conversation tu n'as pas encore osé avoir et que tu te promets d'avoir cette année ? 2026 ? Allez, on va dire en 2027. Okay. Tiens, allez, en 2027. Écoute, c'est marrant parce que je me faisais cette réflexion dans un avion, dans un train. J'ai pas mal voyagé ces dernières semaines. Et tu vois, je me disais... Ça découlait d'une conversation sur l'intelligence artificielle. Je me disais que la conversation qu'il faudrait avoir, sociétalement parlant, c'est une conversation sur le rapport au temps. Alors attention, quand on dit conversation sur le rapport au temps, tout le monde lève les bras au ciel en disant plus personne ne veut travailler, c'est terrible. On n'est pas dans le cliché. Ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation de technologies du type intelligence artificielle pour une forme de suppression du bruit, pour une forme de création d'un silence nouveau, d'une profondeur nouvelle, pour mener des réflexions de fond, alors ça, ce serait une élévation humaine très intéressante. Mon inquiétude, c'est que la nature a horreur du vide et la société encore plus. Donc, dès lors qu'on crée de l'espace, on remet des couches d'hyperproductivité assez tactiques, en fait, assez rapidement. Au lieu de se demander, finalement, on peut être intentionnel sur la part de bruit, la part de vide, la part de productivité, la part de créativité, la part de pensée. Et ça, je ne la vois pas du tout, cette conversation. Et je crois qu'à mesure qu'on avance dans des technologies qui sont supposées nous économiser du temps, la question de pourquoi, et ce qu'on va faire de ce temps, et qu'est-ce qui est désirable avec ce temps, elle devrait être posée. C'est une question majeure. Je rajouterais peut-être aussi le plaisir, parce que le rapport au temps, c'est aussi de laisser de la place, quand tu dis de laisser de l'espace. L'expérience. Et de l'expérience, exactement. Et aussi du plaisir. Tu parlais de la joie. On s'est rencontrés autour d'un petit déjeuner pour parler de ce podcast. Et c'était très drôle parce qu'on s'est retrouvés avec des agendas qui sont très remplis, toutes les deux. Et au bout d'une heure et demie ou 2 heures, tu m'as dit mais en fin de compte, j'ai raté mon rendez-vous d'après. C'est vrai. Et voilà. Et c'est aussi ça, on parlait de rôle modèle et de la joie, c'est aussi ça. C'est pas parce qu'on a des responsabilités très importantes que ce rapport au temps, de laisser de la place et de laisser de la place au plaisir parce que les choses se font et on a une discussion intéressante. Et la présence. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce qui nous a amené à avoir cette discussion aujourd'hui. Absolument. Donc, je voudrais vraiment te remercier, Corentine. C'était un vrai plaisir de t'avoir Sylvie. comme première invitée, un vrai plaisir d'avoir eu cet échange. C'était passionnant. Merci à toi pour ta question. Et nous allons continuer ce podcast avec d'autres dirigeants, mais j'aurai comme souvenir que la première invitée, c'était toi. Donc, je te remercie beaucoup. Un honneur. Merci beaucoup. Merci, Corentine. Un grand merci pour votre écoute. On vous invite évidemment à partager ce podcast autour de vous pour que cette conversation puisse inspirer et accompagner celles et ceux qui entreprennent chaque jour. C'était Heads in the Clouds. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.